Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Sortie médiatique du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable ce mardi, Didier Tonato a apporté des explications sur l'opération de libération de la route des pêches des occupants illégaux. Célébration du 11 mai, date de décès de la légende du reggae Bob Marley. L'ensemble artistique et culturel des étudiants a comme d'habitude commémoré l'événement. Et puis journée de deuil aujourd'hui en Russie suite à une fusillade intervenue ce mardi dans une école de Kazan. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a animé un point de presse dans l'après-midi de ce mardi 11 mai. Face aux hommes des médias, Didier Tonato a apporté des explications sur l'opération de libération des occupations illégales de la plage de Fidjousset jusqu'à Dunko. Voici un extrait de ces explications au micro de Cano François Ngwedi Rinto et Fiac Ritan. Le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou-Est. À Vlekete, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépenser plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. La deuxième étape, et c'est ça qui rend intéressant la protection côtière, c'est qu'elle n'est intéressante vraiment que si elle débouche sur un aménagement balnéaire qui favorise le développement du tourisme. D'où l'installation de lacs marins à Akpakwa-Donatin, à Cotonou-Est, d'une façade de lac marin de 5 km à Vlekete et bientôt des aménagements au droit de l'embouchure, la bouche du roi à Grand Popo, tout cela dans l'intérêt du tourisme. Depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. Ouverture ce mardi de l'atelier d'évaluation basé sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. La cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le projet vise à mettre fin au VIH-Sida en réduisant les inégalités sur le genre. Cano François Ngwedi Rinto, Fiacre Voiton. La nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026 envisage de mettre fin au VIH-Sida en mettant fin aux inégalités.
C'est dans cette optique que Véronique Toifode-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a procédé à l'ouverture ce mardi 11 mai 2021 de l'atelier de lancement national de l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. Un atelier organisé de commun accord avec l'ONU-SIDA au Bénin pour réduire à 10% l'occurrence des inégalités de genre dès 2025. Ces inégalités sous-tendent la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation liées au VIH qui accroissent la vulnérabilité des populations à contracter le VIH et malheureusement à décéder de maladies liées à cette pandémie. Les inégalités de genre sont à l'origine de la prévalence et de l'incidence plus élevée du VIH chez les femmes, comparativement à celle des hommes, mais également chez certaines populations clés comparées au reste de la population. Au Bénin, la prévalence du VIH selon les données d'estimation et de projection du Spectrum en 2019 est de 1%, avec une prédominance au niveau des femmes qui affiche une prévalence de 1,2%, comparé à 0,7 chez les hommes. Pour la ministre, analyser la réponse nationale au VIH dans une perspective genre permettra de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur le droit. L'objectif est donc bien précis. Il permettra donc de présenter aux acteurs décisionnels la démarche méthodologique harmonisée selon le contexte du Bénin, de présenter les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus, de démarrer avec la collecte de données sur certaines thématiques, de présenter les prochaines étapes et de procéder à la remise officielle de la lettre de recommandation aux consultants. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra permettre, en fin de compte, de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur les droits et de ce fait plus efficaces. C'est par la remise officielle aux consultants de la lettre de recommandation que cette cérémonie de lancement officielle a pris fin. Culture à présent, l'artiste ne meurt pas, dit-on. Après 36 ans, les Rastafari continuent d'honorer la mémoire de Robert Nesta Marley, créateur du mouvement Rastafari. Pour cette année 2021, les étudiants de l'ensemble artistique et culturel de l'UAC ont organisé un géant concert pour les mélomanes du reggae Espoir Rumambou et Jean-Baptiste Bokoy. Et voici le reportage. C'est à ce rythme qu'a vibré l'université d'Abomey-Calavi au cours de cette soirée qui célèbre le créateur du mouvement Rastafari, Robert Nesta Marley. Cet énième spectacle du 11 mai est organisé par l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une célébration exempte de consommation de stupéfiants. Depuis 3 ans ou 4 ans, nous organisons un concert reggae sans tabac. Un concert reggae où on s'est dit il faut appeler la jeunesse à la conscience. Et là on s'est dit il faut faire quoi dans le temps. Nos aînés ont dit il faut faire un 11 mai sans tabac. Et que le 11 mai que nous organisons n'est pas une excuse de dérapage. Et nous célébrons la conscience nègre. Pour nous, le 11 mai, c'est un moment de se distraire, de chanter les mélodies de Bob Marley, de Lucky Dubé, de Alpha Blondy. Au cours de la soirée, les casseurs, l'orchestre de l'EACE a fait planer les spectateurs. Venus nombreux soutenir leurs jeunes frères, les anciens de l'EACE sont heureux du résultat. Je suis comblé de joie, je suis vraiment ravi de ce que j'ai pu observer. Donc ce que moi j'ai observé aujourd'hui, 20 ans après mon départ, c'est que tout se déroule bien
et on ne peut qu'en être fier. J'éprouve un sentiment de fierté dans la mesure où il y a de cela 23 ans, bientôt un quart de siècle, que nous avons été membres de cet ensemble. Aujourd'hui, dans les responsabilités qui sont les nôtres, nous notons que la flamme est maintenue et que les jeunes, avec la prestation que nous venons de voir, sont à la hauteur et peuvent prendre part au concert d'autres orchestres aussi talentueux de la place ou d'ailleurs. Pour ces anciens, le mouvement Rastafari est un mouvement de paix. La musique reggae, ils seront également. Vous savez, c'est la seule musique où on ne chante pas pour chanter. Nesta, Bob Marley, message de paix. Nous sommes venus passer un message de paix au lendemain des élections que nous venons de traverser. Notre pays continue de se révéler comme un pays de paix. Et Nesta, Bob Marley n'a jamais été un messager de la guerre. Il n'a jamais été un messager des troubles. C'est ce message-là que nous avons passé à la jeunesse qui se trouve devant nous. Robert Nesta Marley a quitté ce monde le 11 mai 1981 et depuis lors, les fans de la musique et de son idéologie ne cessent d'honorer sa mémoire. Parlons sport à présent. 2 ans après son interruption, la 16e édition du Tour cycliste international du Bénin fait son comeback du 17 au 22 mai 2021. Une conférence de presse a été organisée ce mardi en prélude à l'événement par les organisateurs Frédéric Esparmambou et Romaric Devouchy. Pour ce 16e tour cycliste international du Bénin, le départ sera donné à Djougou, avec une 50aine de coureurs venus de plusieurs pays de la sous-région pour courir une distance totale de 632 km. Le nombre de pays participants. Nous aurons le Bénin avec 2 équipes, une équipe A, une équipe B, qui sont en ce moment entre Bokoumbe, Natitingou et Djougou. Ils s'entraînent déjà sur place. Eux, ils ne reviendront pas au sud. Nous allons les rejoindre là-bas. Ils sont déjà sur place. Nous aurons le Burkina. Nous aurons la Côte d'Ivoire. Le Nigeria sera de la partie. Le Niger sera de la partie. La RDC sera de la partie. Le Sénégal aussi sera de la partie. Cette 16e édition du Tour cycliste du Bénin intervient en pleine période de Covid-19 et là-dessus, des dispositions hardies sont prises. Nous allons essayer de créer une bulle Covid, c'est-à-dire que les coureurs, une fois la course terminée, seront protégés et par rapport au public. Et quand ils rentrent dans leur camp, parce qu'en arrivant au Bénin, ils auraient fait un test Covid, en arrivant, et en repartant, ils feront un test Covid parti. Mais après, ils rentrent dans une bulle de protection où, là où ils seront logés, nous ne voulons pas avoir de visiteurs, nous allons les protéger après la course. Et le port de masque est obligatoire. Au-delà de tout, les organisateurs entendent rendre populaire à tous égards les différentes étapes en apportant du bien-être sur l'ensemble du parcours aux populations. Ce sport qui est un sport, probablement un des seuls sports qui va au contact du public. Ce n'est pas le public qui doit faire le déplacement, c'est le vélo qui vient devant les fenêtres du public. Donc c'est un sport extrêmement populaire et je sais que cette année, la caravane du Tour va être populaire dans tous les sens du terme. Elle sera populaire parce qu'elle attirera la foule et je crois qu'elle sera populaire parce qu'elle va aussi distribuer de nombreux lots et gadgets et à chaque étape, les sponsors que nous sommes participeront à l'embellissement de la vie des populations au travers de Carpodium avec des fêtes, avec de la joie, de la musique et de la bonne humeur. Voilà. Rappelons que des 6 étapes à courir, 3 sont en circuit fermé. Il s'agit notamment des étapes de Parakou, de Porto Novo et de Cotonou.
Actualité hors du continent, à présent, une centaine de Toulousiens se sont rassemblés devant le monument combattant de la route 40 ce mardi pour rendre hommage aux 2 policiers tués dans l'exercice de leur fonction. C'est devant le monument aux combattants de la Haute-Garonne qu'ils ont choisi de se rassembler. Une centaine de Toulousains rendent hommage aux 2 policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions ces dernières semaines. Et un rassemblement au soutien aux militaires d'actifs signataires anonymes d'une tribune publiée dimanche dernier dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui appuie une première publication très controversée il y a 3 semaines. Dans l'Assemblée, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, à l'initiative de ces textes. Quand je me suis aperçu de la manière dont on nous traitait, quand je me suis aperçu des insultes que l'on avait, quand je me suis aperçu que le gouvernement ne voulait absolument pas nous écouter et pensait au contraire que nous étions dans l'erreur totale, par un déni de vérité, je me suis dit qu'il fallait qu'on marque déjà notre départ. On voulait marquer le coup à la fois pour nos anciens, pour tous ceux qui sont morts pour la France, ensuite pour les deux policiers, la policière et le policier qui sont morts. Le 21 avril dernier, une première lettre ouverte faisait l'effet d'une bombe, un appel contre le délitement de la France et pour un retour du sens de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique, signé par plus d'1 millier de militaires et 20 généraux à la retraite, dont Jacques Darcos. On a voulu lancer un cri d'alarme aux gouvernants pour leur dire la situation est grave, il y a des morts tous les jours et un jour ça va éclater. Le gouvernement doit prendre des mesures. Ce n'est pas la bonne manière d'agir. Mais on le fait parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Les policiers viennent de faire la même chose. Bon, maintenant, tout le monde se rend compte que 2 policiers qui sont tués, je dirais, les banlieues qui brûlent dans tous les sens, on n'est pas dans une situation apaisée, comme dit le président de la République. Tous les signataires de cette tribune encourent des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Le ministère des Armées leur reproche d'avoir enfreint leur devoir de réserve. Des membres de la classe politique s'étaient dressés contre cette publication, dénonçant une incitation à l'insurrection. Une accusation dont se défendent les signataires. Moi, 70 balais, si je organise un putsch, je vais faire rire plutôt qu'autre chose. La deuxième chose, c'est que généralement, on n'annonce pas quand on fait un putsch. Vous voyez, on ne dit pas « Allô, je vais faire un putsch dans 8 jours ». Il y a un mot dans cette lettre qui montre que ce n'est pas le cas. Je dis en fin de compte, attention, parce qu'à un moment donné, nos camarades d'actifs vont être dans le cadre d'une mission. Mission, si le mot mission veut bien dire ce qu'il veut dire. L'armée, quand elle a une mission, elle le tient du politique. C'est pas sa mission à elle, ça voudrait rien dire. Donc le mot mission veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question une seconde de putsch. Ces militaires ont en revanche reçu le soutien public du Rassemblement national à chaque publication, sa présidente Marine Le Pen les appelant à la rejoindre. De son côté, dans une interview sur BFM TV ce lundi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a estimé qu'il s'agissait d'une manœuvre politique du Rassemblement national à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Cette deuxième tribune, anonyme, prend cette fois la forme d'une pétition que les lecteurs du site de Valeurs Actuelles peuvent signer, également de façon anonyme. Ce mardi à 18h, elle avait recueilli près de 250 000 signatures. Et puis, journée de deuil ce mercredi en Russie suite à une fusillade intervenue ce mardi dans une école de Kazan. Un homme de 19 ans a ouvert le feu, faisant 9 morts et une vingtaine de blessés. Au retour sur le drame. Il est 9h à Kazan quand les premiers coups de feu retentissent. Les élèves et collaborateurs de l'école numéro 175 sont visés. Des scènes d'une extrême violence qui forcent des élèves à s'échapper en sautant par des fenêtres du 3e étage. Tout d'abord, nous avons fermé les salles de classe, les fenêtres. Nous avons interdit aux enfants de s'approcher des fenêtres. On leur a dit de s'accroupir le long du mur et on les calmait. Il y a eu des coups de feu. Mon fils dit qu'il y a eu une explosion. On a tiré à 3 reprises, puis il y a eu une explosion et ensuite le silence. Pendant ce temps de silence, d'autres enseignants sont venus pour les évacuer par la porte de côté.
Interpellé quelques instants après le drame, l'auteur des faits, un jeune homme de 19 ans, est un ancien élève de l'établissement. Juste avant le passage à l'acte, l'assaillant avait laissé des messages sur les réseaux sociaux annonçant son intention de tuer tout en affirmant être Dieu. Une enquête pour meurtre a été ouverte. La piste terroriste est pour l'instant exclue. Selon les autorités, l'assaillant possédait un permis de port d'armes depuis le 28 avril dernier. La plus meurtrière en Russie depuis 2018, cette fusillade relance le débat sur le contrôle des armes à feu dans le pays. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, Vladimir Poutine a d'ores et déjà ordonné de revoir les règles régissant le port d'armes. Viktor Zolotov, le directeur de la garde nationale de Russie, a été chargé de la mission spéciale de rédiger d'urgence un nouveau règlement sur les types d'armes qui peuvent être vendus aux civils et détenus par la population, en prenant en compte le type d'armes légères utilisées par l'assaillant. Suite à ce drame, la région du Tatarstan, où se situe Kazan, a annoncé le renforcement des dispositifs de sécurité dans l'ensemble des établissements scolaires de la ville. La Russie a également décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.